Juif et bourgeois. Ma grand-mère l'avait suivi. Ta grand-mère avait suivi ton grand-père en Sibérie. Mais ils avaient fait, depuis Kiberti, le voyage jusqu'à la Sibérie. Ouais. À pied, à pied. Ah, je la revois, cette table. Je revois mes cousines. Je revois tout le monde par moments et ça monte comme si c'était des eaux qui seraient comme engorgées par un tuyau écrasé quelque part. Tu m'excuses de te parler de ça. Je sais que tu peux comprendre. Moi, je ne peux pas toujours tout comprendre. Je me demande, est-ce que c'était vrai tout ça? Est-ce que tous ceux que j'ai connus, cette maison dans laquelle j'étais, il y avait une cour, il y avait des chevaux. Quelquefois, on me conduisait près d'un cheval qui était certainement plus doux que les autres encore, et je lui jetais des poignées de foin. Et le cheval se baissait et mangeait. Et je rentrais, j'allais voir le grand-père dans le magasin, et je lui disais, « Oh papa, le cheval a mangé l'herbe que j'ai donnée. » Et oh papa me prenait, il me soulevait en l'air. Et puis au lieu de me rabaisser sur le sol, ou bien il me gardait dans ses bras, il marchait dans le magasin. Il avait un pas, pour moi c'était un pas de roi. Il allait ici et là, il regardait si tout était bien en ordre, il arrangeait des coupes. Il disait à mon oncle Léo, « Prépare, expédie, commande. Pour demain il faudra ça. Pour la semaine prochaine, les chenoubbouks arriveront. » Quand les chenoubbouks arrivaient, c'était toute une odeur dans le magasin. C'était une odeur même dans les habits de mon grand-père. L'oncle Léo, quand il arrivait le soir, je me jetais vers lui. Je sentais cette odeur de chenoubouk. C'était des caoutchoucs avec dedans du feutre. Léo est resté vivant. Quelques-uns, très peu, sont restés vivants. Mais des 20 qui étaient autour de la table, tous ont disparu. Tous ont été tués sur place. Ceux qui ont voulu suivre l'armée rouge devant l'invasion allemande, ils ont été pris un petit peu plus loin, foutus dans des wagons, emmenés en Sibérie. Ceux qui avaient peur de partir en Sibérie s'étaient dit sans doute restons là, on verra, on ne sait pas. D'un côté c'est la Sibérie, de l'autre côté ça ne peut pas être ça. Peut-être la Silésie, peut-être vers la Pologne. Ils vont prendre Kibarty, c'est une gare, ils ne veulent plus personne autour d'eux, ils ne veulent surtout plus de juifs autour d'eux, restons là. Ouais, quelle mauvaise idée ils ont eue alors. Ils ont été pris, n'ont pas été emportés. Ils ont dû être fusillés sur place. Je pense à mes cousins et mes cousines. Je te semble bête. Tout à l'heure j'ai dit je sais que tu comprends. Je comprendrai que tu ne comprennes pas. Quelquefois je me réveille la nuit. Ça vient tout seul. Ça fait 30 ans que ça vient tout seul. Quand on s'est rencontrés, j'avais ça dans la tête. C'était tout frais, mais aujourd'hui, je l'ai toujours à la tête, dans le même endroit. Ça, si tu veux, ce n'est pas une boîte avec un couvercle et à l'intérieur de la boîte, des choses vertes et violettes, Fred. C'est pire. Tu sais, tu es d'accord? Tu seras d'accord avec moi. C'est pire que les choses vertes et violettes. Quand tu as ces grands moments de... Moi, je les appelle des moments de détresse. Je le vois, je le lis dans tes yeux. Je descends, je te vois à ta table. Oh, je t'ai déjà dit ça tellement et tellement de fois. Rien que dans tes épaules, je vois. Tu dis que toi, dans les miennes, tu vois aussi. Moi, j'ai un dos juif, toi, tu n'as pas un dos juif. Mais je vois quand même que tu piétinais. Mais, ah, comme je te souhaite de piétiner, comme tu as piétiné, en pouvant faire ce que tu as fait, avec moi à tes côtés,
avec moi te disant de temps en temps, comme si c'était des épisodes revenant de façon régulière, les irrégulières n'étant là que accidentellement. Ça monte tout seul, ça m'engorge, ça m'étouffe, ça m'empêche d'avaler jusqu'à ma salive. Là, j'arrête de graver, j'arrête presque de vivre. Je suis à ma table comme un mannequin. Et j'ai toujours cette phrase que je te disais tout à l'heure, que je t'ai déjà dite bien des fois. Est-ce que c'est possible? Tu m'as dit, il y a, alors je ne sais pas quand, que quand vous étiez rentré en Allemagne, tu étais tombé sur une sorte de, comment appeler ça? D'une rondeur dans la forêt et que c'était tout blanc. Quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à eux, je me suis dit, peut-être y en avait-il un que j'avais connu qui se trouvait là. Mais ce qu'il y a, c'est que chez toi, et c'est bien, je ne dis pas que je t'envie, je dis tant mieux. Je me dis que c'est bien que moi j'ai connu ça et que toi tu ne l'as peut-être pas connu. Non pas que tu y aurais fait moins face que moi, je n'y fais pas face, je n'y ferai jamais face. Jusqu'à la fin de la vie ensemble, je ne pourrai jamais mettre ça dans une boîte. Je pourrais pas. Ça viendra, ça vivra, ça continue à vivre. Je vais te demander, tu vas aller dans ton atelier cet après-midi, même si tu ne peux pas travailler, même si je t'ai abîmé ton après-midi, même si tu repenses à ce que je t'ai dit, ajoute-y ça. Je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu à travers Cécile. Ma famille n'a pas été fusillée, ma famille n'a pas été déportée. Ils ne sont pas morts en respirant du gaz. Avant de te rencontrer, je me disais, j'aurais mieux fait de mourir. Et ça t'arrive encore de penser ça? Non. Maintenant, c'est très rare. C'est vraiment très très rare. Il faut que je sois descendu, peut-être pas plus bas, mais dans un autre trou. Alors, à ce moment-là, je me dis, pourquoi est-ce que je suis resté en vie? Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi ce que l'on pourrait appeler une chance, tu vois? Pourquoi en 1938 est-ce que l'on m'a ramené en France? J'aurais pu rester là-bas. Oh, papa était encore vivant. Il allait mourir très peu de temps après. Si j'étais resté là-bas, j'aurais vu les uns arriver. Je les aurais peut-être suivis, mais comme j'étais trop jeune, je suis sûr que ma tante aurait dit « On ne peut pas emmener la petite là-bas. » Elle serait restée là. Elle aurait dit « On verra bien. On payera les soldats. » Ouais, tu parles. Je serais passé comme les autres, là-dedans. Tu me promets? Tu vas dans ton atelier. J'irai te voir tout à l'heure. Moi, je vais monter dans mon atelier. Je vais essayer de travailler. Regarde Moujik. Moujik nous regarde en ce moment. Je ne vais pas dire, je ne vais pas lui prêter. Il a tout compris. Mais fait comme il est fait, il a senti que nous étions très tristes. Et à ce moment-là, Cécile s'est mise à pleurer. Elle pleurait en tordant son visage, en mettant ses deux poings serrés sous son menton, en s'excusant, en bafouillant « Excuse-moi, excuse-moi, va dans ton atelier. Je t'en prie, va dans ton atelier. Ne me regarde pas pleurer. Je sais que quelquefois ça t'énerve, mais je comprends tellement que ça énerve de voir quelqu'un pleurer. Quand ta mère pleurait, ça devait t'énerver. Mais je ne suis pas énervé. Je te vois pleurer. Si je ne pleure pas, c'est parce qu'il ne faut pas que moi je pleure. Pleure, viens avec moi dans l'atelier. Tous les 6, on va aller dans l'atelier. Allez les enfants, allez. Bara, montre le chemin. On va dans l'atelier. Zaza, viens. Moi je prends Sirène, toi tu prends Moujik. Marche devant nous. Et Cécile marchait. Cécile a quitté le four. Elle continuait à pleurer, elle mettait sa tête contre la tête de Moujik. Les deux têtes, je les voyais l'une contre l'autre. Je voyais de dos que Cécile pleurait. Moujik ne bougeait pas.
Moujik aurait ses poils tout mouillés. Toute sa petite figure serait mouillée. Celle de Cécile serait comme si elle l'avait trempée dans l'eau. Comme quand j'avais vu mon père et ma mère et que sous le robinet, je me mettais de l'eau sur le visage et sur le front pour qu'ils ne voient pas que j'avais pleuré. Dans l'atelier, Cécile est allée là où elle allait d'habitude. C'était sa place. Il y avait un creux qui l'attendait, sur le divan. 2 coussins qui lui calaient le dos. Elle a rejeté la tête en arrière. Moujik a pris sa place habituelle maintenant. Sur le bras, les 2 petites pattes tendues, les griffes légèrement enfoncées dans le pull vert à la hauteur de l'épaule, et sa bonne tête de chat siamois, regardant la bonne tête de ma juive Cécile. Et tous les deux se regardaient. Et moi, je les regardais tous les deux. Et Barin, par terre, la tête entre les pattes, avait les yeux levés vers Cécile, vers Moujik. Sirène, au bout de la table, faisait comme nous. Zaza se levait, se rasseyait, se recouchait. Zaza ne tenait pas bien en place. Elle a voulu s'approcher de Cécile. Je l'ai retenue. Elle a légèrement bougé, remué. Je l'ai laissé faire. Elle a mis la moitié de son corps sur les jambes de Cécile. Et comme Moujik, elle regardait. Elle regardait Cécile qui pleurait. C'est à ce moment-là que m'est revenue mon imbécilité. Cécile avait tellement raison de m'avoir dit tout à l'heure dans le four, quand je te vois à ta table et que je sens que les choses ne sont pas comme elles devraient être, je lis la détresse. Je te dis, en pensant à ça, tu as de la détresse. J'en ai une aussi. Elle n'est pas la même. Dis-toi que nous avons de la chance d'être ici, vivants. Tu as même de la chance de piétiner par-dessus tes dessins. Tu as de la chance d'aller les brûler. Tu as de la chance de t'avoir. Tu sais que tu es là. Et que moi, je suis là aussi. Je compte pour toi, Fred. Mais tu le sais très bien. Heureusement qu'on est là tous les deux. Je peux rester là. Oui. Tu ne veux pas te mettre à ta table? Oui. Même si c'est pour ne pas dessiner. Mais je vais essayer de dessiner. Et peut-être que tout à l'heure, tu pourras monter dans ton atelier. Mais tu ne me gênes pas du tout. Tu peux rester là. Au contraire. Peut-être que si tu me disais je monte dans l'atelier, je serais peut-être un peu peiné. Restez là tous. Si tu veux, prends les chiennes sur le divan. Faites un petit tas bien chaud. Moi, je vais tailler un crayon, 2 crayons. Je vais peut-être travailler cet après-midi avec un crayon comme je n'ai encore jamais travaillé. Un crayon excessivement gras. Du 5B. J'en avais un en réserve. Inutile d'en prendre plus. Quand tu mets du gras, tu ne peux plus l'effacer quand il est aussi profond, aussi fort, aussi épais que ça. Je vais essayer de travailler avec ça. Voilà, je le taille. Je vais en tailler un peu plus léger, seulement un B. Voilà. Les 2 choses sont faites. Je pose mes coudes en dessous. Je mets mes petits coussins parce que j'ai mal aux coudes de temps en temps. Je m'appuie sur mon bras à gauche. Et puis là, je te quitte. Je ne vois plus tes yeux. Je t'entends, je te sens. Je te vois avec mon œil au-dessus de la tête. Là. Tu vois, j'ai un œil là. Je te vois. Je baisse la tête et je te vois, tu me souris. C'est vrai? Ouais. Tu vois. Et Moujik n'a pas bougé. Ouais. Et Sirène peut-être est en train de vouloir s'approcher de toi. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle s'installe sur mes genoux. Bon. Eh bien, je ne pars pas. Je tourne autour du dessin, tout doucement. Je t'entraîne, si tu veux. Je commençais mon dessin. Je donnais des petits coups de crayon ici et là. Ça n'avait aucune importance. Que ce soit des coups de crayon qui risquent, d'une façon définitive, de l'abîmer, ne me gênait pas. S'il le fallait, je donnerais des coups de gomme dans le gras. On verra bien après. Peut-être que
un dessin nouveau va venir. Peut-être que le dessin ne peut pas venir. Il sent qu'il y a ici quelque chose en ce moment qui n'est pas bon pour lui. Alors il tourne autour de la maison. Il dit aux formes, attendons. Je me disais ça et petit à petit je retrouvais ce que tout à l'heure j'avais effleuré quand j'étais sorti à la recherche de Cécile. Je sentais sûrement en moi monter un énervement ainsi que cette rencontre de ces deux mots qui tapent comme des boules l'une sur l'autre. Le vrai, le faux. J'ai déjà connu ça. J'ai traversé presque une année à rectifier dans la Ghana, à rectifier même dans des dessins. J'ai ressorti des dessins anciens que j'ai retouchés, des dessins plus récents que j'ai retouchés. Je ne les retouchais que pour apporter ce que je croyais être plus vrai. Ça n'existe pas pour un dessin. Plus vrai pour une phrase qui veut dire, c'est possible qu'un mot soit plus vrai qu'un autre. Mais depuis des semaines, je ne parvenais pas à voir si la coup avait été vraie, ou certaines cassures de la coup l'avaient été. Un peu comme Henri, cet homme qui était venu chez nous et qui avait joué aux malades. Lui, c'était faux, et pourtant, disait l'autre, l'ami, s'il a fait ça, c'est que c'est vrai. Et j'étais resté, il y a quelque temps déjà, à me battre contre ces deux boules qui se choquaient, s'entrechoquaient. Ça c'est vrai, ça ne l'est pas. Et ce qui ne l'était pas le devenait. Et ce qui l'était devenu à son tour le quittait. Comment faire quand à un moment, dans la tête, c'est dans la tête que ça se trouve. Et puis ça passe dans les doigts après. La tête, ça commande les doigts. Je tirais un trait, 2 traits, 3 traits. Je laissais ma main un peu mollement aller sur le papier. Je la suivais. Je voyais le trait qu'elle lâchait derrière elle. Je revenais en arrière, j'essayais de faire des parallèles. Je revenais en arrière pour partir dans l'autre direction. Je revenais toujours à un point. Je faisais un cercle. Je commençais à faire des hachures. Ce que j'étais en train d'entasser était un mélange. Moi qui n'aime pas les mélanges. Je ne pouvais mélanger que parce que j'étais dans cette situation. Je relevais la tête et je regardais Cécile. Peut-être s'était-elle assoupie, elle avait en tout cas les yeux fermés, elle ne pleurait plus. Moujik avait quitté sa pose et s'était placé en rond dans le creux du bras. Zaza était à côté de Cécile, sur le divan. Bara par terre, Sirène sur les genoux. Tout le monde avait l'air de dormir, peut-être que d'un œil. Le vrai et le faux. Je ne peux plus dire si je suis même vraiment ici. Souvent, je crois que je suis en train de rêver, que je vais me réveiller. Et dans le rêve, j'ai réussi à faire passer ces sensations. Je dis, je suis fatigué, je vais dormir. Je m'arrête là où je suis. Quelquefois, je suis dans un train. D'autres, je suis dans la rue. Alors, je me baisse, je mets mon dos le long du mur, j'étire mes jambes. Des gens passent, sautent par-dessus moi. Certains, pour rendre plus vrai, disent c'est pas possible de voir des hommes comme ça se mettre en plein milieu des trottoirs. Il y en a de plus en plus. Regardez celui-là. Et il n'est pas salement habillé. Il doit être saoul. Et moi j'entends ça et je veux dormir. Je veux dormir. Je sais que je suis dans la réalité. Je dois les quitter. Quand je me réveille, je ne sais plus où j'en suis. J'ai bon tâter Cécile, ça ne me rassure pas. Je peux me lever, ouvrir la fenêtre, dire à Cécile « Je me suis trompé, c'est pas le jour encore, excuse-moi, tu peux dormir, la nuit est là. » C'est le rêve ou c'est la nuit? C'est l'éveil ou c'est le jour? Je vais à ma table. J'y vais vraiment ou je suis dans mon lit croyant que je vais à la table tout en dormant?
Cécile m'a dit, quand tu sens que ça vient, essaye d'arrêter. Essaye de bloquer ça. Ouais. C'est pas plus facile pour moi que pour elle. Seulement moi, ce que j'aurais à bloquer, ça ne serait pas des visages tous morts. Peut-on comparer? Peut-on rapprocher? Rien n'est rapprochable. Est-ce que j'ai vraiment eu la colère à laquelle j'ai pensé tellement de fois? Une nuit, je ne dormais pas. J'empêchais Cécile de dormir. Elle m'avait demandé « Veux-tu qu'on se lève tous les deux ?» Et j'avais répondu de façon très vive « Non, je vais me lever tout seul, je ne veux pas que tu me suives. » Je n'étais pas allé dans l'atelier, j'étais allé dans la petite pièce qui se trouve au nord. J'étais resté là à fumer. Je n'avais pas fermé la porte-volet qui donnait sur l'arrière de la maison. Au loin, quelques lumières brillaient. Ça ne pouvait qu'être les 4 ou 5 ampoules du petit village Les Bergères. Je les fixais. Je n'arrivais pas à penser de façon naturelle. Je pensais un tout petit peu, puis ça se cassait, comme si je tombais dans un rêve. Je repensais encore un petit peu et je sursautais, comme si je sortais d'un rêve. Et puis est arrivé. Est-ce qu'on doit dire une flamme à l'intérieur? Et pourquoi l'homme ne brûlerait-il pas à l'intérieur? J'ai senti que ça me chauffait, pas dans la poitrine, dans la gorge. J'avais ressenti ce que j'allais ne plus perdre de ma vie et que je garderais jusqu'au bout de ma vie. Ce pincement, sans doute par une émotion qui agitait mon muscle cardiaque. Mais ce pincement-là m'avait blessé, avait accentué cette instabilité, cette chaleur qui, de la gorge, était montée dans la tête. J'avais le nez qui tapait. Je ne voyais plus très nettement les ampoules des bergères. Je m'étais mis à compter les vitres de la porte. Porte à petite vitre à meneaux. Je commençais par le haut. Sur celle de gauche, 1, 2. Ensuite en dessous, 3, 4. Encore 5, 6. Tout en bas, 7, 8. Je pouvais dire que sur l'autre, il y avait aussi 8, ce qui faisait 8 et 8, 16. Mais pour passer le temps, je faisais le décompte. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai recommencé. J'ai recommencé sans additionner, j'ai recommencé en additionnant. Je me suis retourné, j'ai vu l'autre porte vitrée, celle qui coupait le grand atelier en deux. Beaucoup plus de vitres. Et celle qui était en haut, au-dessus des portes, qui rejoignait dans un cadre le plafond. Il y en avait 6 par fausse fenêtre et 6 en dessous sur les 4 portes mobiles. Je comptais, j'additionnais, je revenais aux portes qui menaient à l'extérieur. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Je dois aller dans la cuisine. Mais dans la cuisine, je vais encore compter les vitres des fenêtres. Toutes les portes sont vitrées ici en bas. Pourquoi est-ce qu'on a fait faire ça? C'est ridicule. Il y a un luxe dans cette maison. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de mettre des portes un peu travaillées? Cécile voulait que les portes de la maison du cousin lui rappellent les portes de la cour. Mais les portes de la cour avaient été faites par le vieux. Le vieux s'appelait Séraphin, l'ancien propriétaire. Séraphin Pignot, celui qui avait tiré sur son oreille en étant un gamin après avoir mis le feu à la grange. Les portes dataient de cette époque-là, de la reconstruction de la maison par ses parents. Sinon, nous n'aurions pas fait faire des portes comme ça à la cour. Mais ici, pourquoi? Pour rappeler celle de la cour. La cour n'était pas du luxe, ici c'est du luxe. Ici, il y a de belles tomates partout. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre à la place? Un ciment? Ça n'aurait pas été tellement moins cher. Ça aurait été plus froid. Ça aurait été plus laid. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du lait? Oui, d'accord.
Les murs, il n'y a rien. C'est seulement du ciment blanc qui se trouve sur les murs. Oui, mais quel luxe dans la grandeur. Tu crois? Je dis que c'est grandiose ici. D'ailleurs, Cécile, une fois, a dit, ça sera trop grand pour nous plus tard quand on devra faire le ménage. Ça nous fatiguera. Pourquoi avoir fait ça? La maison était belle, mais elle pouvait rester en grange un peu plus grande. On n'avait pas besoin de 10 pièces. Mais moi, j'ai voulu aussi. Oui, mais je ne dis pas que c'est Cécile. Nous avons aimé tous les deux ça. On avait des plans et on les avait tracés nous-mêmes. On avait proposé aux maçons, est-ce que vous pouvez faire ça, 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 ça? Il avait dit oui. Lui, il aurait fait 50 pièces. Même dans la grange, il aurait construit. Même dans les greniers, il aurait construit. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. Ce n'est pas là la raison. La raison de quoi? La raison de ton insomnie, de ces moments qui ont l'air de se répéter davantage, bien plus qu'à la coup. Si ça se répète plus qu'à la coup, c'est parce que tu es mal ici? Pas du tout. Je n'ai jamais été mal ici. Je continuais. J'avançais en me parlant. Je m'adressais à lui qui était moi. Je revenais en arrière et je cherchais. Est-ce qu'il est vrai que... Est-ce que Cécile... Non, ça c'est faux. Cécile ne voulait pas ça, c'est moi qui l'ai voulu. Mais moi j'ai voulu ça, mais pas ça. Et Cécile l'a voulu. Alors je prenais comme des notes, je cochais dans des cases. Toute la colonne des vrais, toute la colonne des faux. Je respirais mal. Le feu maintenant avait bien pris. Est-ce que ce n'est pas dans un moment comme celui-là? Non. De toute façon c'est faux. Ah non, un moment comme ça est vrai. Rien ne prouve qu'un moment comme ça soit vrai. Je me suis levé, je suis allé dans la grande armoire. C'est moi qui ai fait venir les armoires dans la maison. Nous avons été privés pendant 15 ans, 20 ans, depuis qu'on est ensemble, d'armoires et de buffets. En venant vivre ici, pourquoi est-ce que je me suis mis à faire tout ce qu'il y avait comme brocanteur, comme ferrailleur? Bien sûr, je peux toujours dire que je ne me suis pas adressé à des antiquaires. Je n'ai vu que des types qui me vendaient des armoires à 300 francs par-ci, 350 francs par-là. Même celle qui est là dans le bout de mon atelier, 200 francs. Avec 200 francs, j'ai quoi? 40 paquets de cigarettes. C'était pas cher, non. C'était du luxe, oui. Oh non, faux. Quoi faux? Faux, pas du luxe, t'avais besoin, tu voulais mettre dedans? Quoi? J'ai voulu mettre dedans les livres que je dessinais. Ah, tu peux toujours y aller. Ils ne sont pas tous rentrés, parce qu'ils étaient trop grands. J'ai mis mes livres en haut. J'ai mis mes disques sur le milieu. Et puis en bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a des gravures de Cécile. C'est pas un grand luxe que d'avoir un meuble qui... Non. Si. Dans la salle commune, il y a le buffet. Le buffet était plus cher. 500 francs. Oui. 500 francs, c'est rien. Ah, c'est rien. Comme tu les as, c'est rien. Comme tu les as pas, c'est con. Oui. Bon. Je peux toujours leur vendre. Pourquoi? Je sais pas. Tu as vraiment envie de t'en défaire? Non. Mais si tu le pouvais, tu le ferais? Oui. Alors c'est oui ou c'est non? C'est non, oui. Qu'est-ce qu'on met dedans? Des assiettes. T'avais tellement besoin de place pour des assiettes? J'ai acheté des assiettes. T'as acheté des assiettes pour acheter un buffet? Mais je ne sais pas. J'ai acheté des assiettes parce que, quand on a quitté la cour et qu'on est venu au cousin, j'avais dit à Cécile, tu verras, la vie va changer. J'ai peut-être dit ça tout le temps. Non pas chaque fois qu'on a déménagé, on n'a pas beaucoup déménagé. On était à Paris, rue Friand. Ensuite, on est venu à Corcelles, premier déménagement. De Corcelles, on est resté 1 an, on est venu à la Cour, deuxième déménagement. On y est resté 15 ans, on est venu ici, troisième déménagement. Oui, il y en aura encore 2 ou 3, pas sûr. Alors, chaque déménagement, je ne sais pas. J'avais dit à Cécile, la vie va changer. Oui, tu y croyais, bien sûr. Et tu croyais qu'elle allait changer comment? Je ne me l'étais jamais formulé. C'est possible que j'avais imaginé, et qu'en étant ailleurs, nous ferions venir des amis de Paris, ou bien nous aurions une rencontre avec 2 ou 3 personnes de, je ne sais pas d'où, d'Orléans, de Limoges, et puis ils viendraient, et puis on aurait de quoi les loger. On leur dirait, vous pouvez dormir ici. J'aurais beaucoup d'assiettes, et avec les assiettes, je pourrais les servir, leur donner à manger. C'est tout. C'est aussi bête que ça.
Je vais vers ma bibliothèque. Je regarde. Je lis le dos des livres. C'est complètement fou. J'ai lu tout ça. Totale lecture inutile. Un jour, il faudra que je mette tout ça dans une boîte. Dans des boîtes. Dans des poubelles. Faut virer ça. Arrive un moment où ça ne sert plus à rien. Ça n'a jamais servi. Ça n'a même jamais été de la vraie nourriture. On a cru, on s'est fait croire. C'est faux. Comment c'est faux? Je dis c'est faux. J'ai aimé ça. Malcolm de Chazal, j'ai aimé. Malcolm de Chazal, c'était un vrai. Oui, là je suis d'accord avec toi. J'ai aimé Malcolm Lowry. Tiens, justement, il est en dessous. Ça, c'était un vrai. Oui. Tu vas quand même pas regarder toute ta bibliothèque en pleine nuit? Non. Donc tu vois bien que certains livres sont à garder. Pourquoi? Si on les a mangés, c'est suffisant. C'est pas certain. Oui, mais tous les autres. Et ça, là. Ça c'est Trotsky, tu parles. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Ça, c'est... pareil. Quoi? Bon, je peux pas lire. C'est gros. Les possédés. Ah non, ça, je le garde. Ça, j'ai aimé. C'est pas seulement j'ai aimé. Ça m'a... je sais pas, ça m'a changé. J'ai certainement perdu des cheveux ou j'ai vu quelque chose en lisant ça. Ça ne m'a peut-être pas fait dessiner, mais j'ai eu beaucoup de... Je ne peux pas parler, je ne sais pas. Beaucoup de vrai. Alors de ce qui est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu as lu encore que tu aurais gardé? Oh, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça maintenant. Tout ce qui est là à droite dans les livres plus épais, plus hauts, plus grands. Ouais. Là, il y en a beaucoup que je garde. Ça, c'est tout clé. Je garde tout clé. Ouais. Ça, le Magritte, je m'en fous, je le vire. Max Ernst, je le garde. Picasso, j'ai jamais aimé. Faut pas dire ça aux gens. Picasso, c'est... Non, moi j'ai jamais aimé. C'était pas subtil. C'était pas intériorisé. Oui, mais il n'y a pas que l'intérieur qui compte. C'est possible. Pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que la détresse pour toi, alors? Ah oui, je ne suis bien que si je ne suis pas bien, quoi. Si j'ai vraiment mal quelque part, c'est sans doute là que je me mets à travailler. S'il y a le chaos dans ma tête, je sors ma machine à écrire. Tu te rends compte où tu en es arrivé? Ouais. Ah ouais, on est loin du merveilleux. Ouais. Ouais. On est loin de Benjamin Perret. Ah, ça, je le vire. Tu vires Benjamin Perret? Oh oui, c'est pas la peine. Pas de raison de garder ça. Et ceux qui sont là-bas, les autres livres que tu peux pas voir d'ici, mais que tu sais. Ah, tu veux dire, on remet les pieds dans Bataille, dans Guénon? Oui, ça, je garde. Il y a des batailles que je vire. Il y en a qui ne m'intéressent pas. Il y a des morceaux de livres que je garde de lui. Guénon, je garde tout. Je suis complètement con avec lui. Ah oui, mais lui, au moins, il est vrai. Ah, je crois que là, il n'y a pas d'erreur. Lui est vrai. T'as tout lu. J'ai tout lu, j'ai rien compris, certainement. J'ai rien compris, parce que si j'avais compris, j'aurais arrêté de le lire. Il n'aime pas les gens comme moi. Je reviens vers mon armoire. Qu'est-ce que je voulais tout à l'heure trouver dedans? Oh, c'est là que je range tous les papiers. Misère de misère. Impossible d'être comme je suis. Archiviste, mauvais archiviste, faux archiviste. Vrai aussi, quand je cherche un papier, je le trouve si je l'ai planqué. Ouais, j'ai ma classification personnelle. Pas facile, Cécile, quand elle essaye de s'y retrouver, et elle a quelquefois du mal. C'est certainement trop subtil, il n'y a que moi. C'est une subtilité complètement fausse. C'est pas vrai puisqu'elle est utile. Si elle est utile, c'est qu'elle est efficace. Si elle est efficace, c'est qu'elle est vraie. Oh, là, ce sont tous les comptes. Depuis des années, les impôts que j'ai payés. Fou. Qu'est-ce que tu as besoin de garder? Impôt 1957. Mais il y a longtemps que j'aurais dû brûler ça. Et ça à côté. Lettre avec l'avocat pour Marseille. Oh, ça c'était l'autre. Des lettres de l'autre bonne femme se trouvent là-dedans, que Cécile n'a jamais lues. Lettre pour ne pas changer, impeccable, incendiaire, mauvaise. Tu es né de la boue, tu retourneras à la boue. Ouais, t'as raison, salope. Pourquoi garder tout ça? Tout ça. Ici, là, les 3 registres neufs, c'est l'année en cours. Ah, je peux être fier d'avoir gardé ça. Tout au bout de la pièce, j'ai la pièce des dessins. Le petit poulailler est plein
non pas de registre, mais de cartons à dessin semblables à cela, un peu plus grands, avec des numéros qui renvoient dans un répertoire. Ouais. Dans le répertoire, je note. J'aime noter. Je mets la taille, 17 sur 28, 80 sur 120, en hauteur, en largeur. J'ai une petite case à côté. Je dis quel est le papier, quelle est la technique. Imbécile. Il y a aussi l'autre case. Qui l'a pris? Chez qui c'est en dépôt? J'en ai plus en dépôt qu'acheté. Je devrais ne plus m'occuper de ça. Même ne plus payer d'impôts. Ne plus avoir d'argent, de compte en banque. Dire que je tiens un compte en banque. Je sais ce que je paye et je regarde si on m'en a pas retiré de trop. Je sais ce que je touche et je veux voir si ça correspond bien à ce qu'on m'avait dit. Je vole très haut, oui. Après, je veux tracer des traits. Après, je dis j'ai de la détresse. Je ne crois pas qu'on puisse dire comment ne pas avoir de détresse en ayant ça. Non, non, non. On peut avoir de l'ordre imbécile pour être libre. Ouais. Je regarde toujours dans mon armoire. Je tombe sur la boîte. C'est une boîte que j'ai fabriquée moi-même. N'y touche pas. Ne touche pas à cette boîte. Referme les portes de l'armoire. Va dans le fond de l'atelier. Prends vite une cigarette. Regarde dehors. Ne reviens pas dans cette pièce avant un bon moment. Attends que Cécile se réveille et si tu vois qu'elle est bien réveillée, qu'elle se réveille en disant ça va bien, toi aussi, dis-lui oui ça va bien, mais j'ai une idée, cette boîte qui est dans l'armoire, tu la prends, tu la caches ou tu la vires. Si tu la caches, ne me dis plus jamais où tu la mets. Si tu la vires, ne me dis pas où tu l'as virée. Ne la touche pas avec tes doigts, ne laisse pas d'empreinte dessus, jette ça. C'est pour nous vital. Je vais dans le fond de l'atelier. Je fume une cigarette. Je m'oblige à regarder dans la cour. Dans la cour, je vois passer une grande ombre, comme un homme. Ce n'est pas une ombre, ce n'est pas un homme. C'est la grande boîte qui marche toute seule, comme un immense cercueil. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La boîte s'appuie à l'arbre, au tilleul. Là où il y a une grande fente avec des fourmis dedans. Des fourmis que je chasse avec un balai, ensuite j'enduis de goudron, pour que la plaie de l'arbre, que les fourmis peut-être ont creusée, cicatrise. Par malchance, les fourmis reviennent quand le goudron n'est pas sec. Elles s'empêtrent là-dedans. Et pendant des jours, elles bougent. C'est Zaza qui les a découverts. C'est Zaza qui m'a montré ce qu'il y avait. C'était sur une hauteur de 2 mètres, en 10 centimètres de large. Une peau grouillante, brune et rouge. Rouge foncé. Et dans la lumière du jour, les dos ronds, les têtes, s'agitaient, collées les unes aux autres, pire qu'un papier à mouche. Je recommencerai plus à passer du goudron dans les cicatrices des arbres. C'est contre la cicatrice que s'est appuyée la grande boîte. Jamais la boîte a été aussi grande. Pour contenir un revolver, pas besoin d'un revolver. Ça a mis une petite sirène en marche en moi. La chaleur qui était restée dans la tête, dans le nez. Dans ce nez qui était devenu sec, dans cette gorge qui ne pouvait plus avaler la salive. C'était pas le tabac. C'était le feu qui asséchait tout. Ça me purifiait. Je me suis retourné, et puis, calmement, je suis revenu sur mes pas, passé dans la pièce qui était tout au nord, revenu à l'armoire, ouvert tout doucement l'armoire, parce que l'armoire, elle faisait du bruit. Elle grinçait. J'avais eu bon mettre de l'huile ou du savon en bas. Les 2 morceaux de bois frottant l'un sur l'autre faisaient un bruit désagréable. À tâtons, j'ai trouvé la boîte, j'ai soulevé le couvercle, j'ai senti le revolver. Je l'ai tiré vers moi, j'ai marché, je suis passé dans le couloir. J'allais sortir quand Cécile de la chambre dit « C'est toi qui marches ?» J'ai dit « Oui, reste au lit, c'est rien, je vais boire une goutte. » Je me suis approché de la porte. J'ai fouillé tout doucement, j'ai fait sauter le verrou. J'allais passer dans la cour quand la lumière est arrivée. Cécile était là. « Où vas-tu » ? J'ai chaud, je voulais prendre un peu l'air. « Mais mets au moins ta robe de chambre. »
Non, j'ai pas besoin, j'aurai trop chaud. Mais pourquoi tu tiens ta main derrière ton dos? Comme ça, parce que je tiens ma veste de pyjama en même temps. Fais voir ce que tu as dans la main. J'ai rien. Bah alors justement, montre ce que tu as dans la main. Je continuais à la fois à cacher ma main et à envoyer l'autre qui était libre vers le verrou. Je voulais tirer la porte et passer dans la cour rapidement. Cécile me suivrait, mais il faisait tellement noir. On se perdrait. Elle n'insisterait pas. À moins qu'elle allume le bouton et qu'elle donne la lumière dans la cour. J'ai réussi à tirer la porte. Cécile est venue vers moi. À ce moment-là, stupidement, j'ai sorti le revolver. Je lui ai dit recule, recule, ne reste pas là. Je ne suis pas bien et plus tu restes vers moi, plus tu me parles, plus tu me poses des questions, plus je sens. Ce n'est plus de la colère, Cécile. Ça me brûle de la tête aux pieds. Tu entends ça? De la tête aux pieds, Cécile. Je trouve que c'est dégueulasse de te faire une vie comme celle que je te fais. Je trouve que c'est dégueulasse pour les bêtes. C'est dégueulasse pour le monde. Et puis sauve-toi parce que je vais dire c'est dégueulasse, et puis je vais tirer, mais je vais tirer. Cécile avait porté ses deux bras à la hauteur de la tête. Ses mains fouillaient dans ses cheveux. Elle me regardait. J'ai couru vers la porte et je suis passé dans la cour. Elle n'a pas essayé d'allumer. Je ne savais pas où j'allais. Je suis allé dans le fond de la cour, là où je brûlais de temps en temps des dessins. Je me suis heurté au mur. J'ai même lâché le pétard. Je me suis fait mal. En cherchant à tâtons par terre. Je me disais, je vais me réveiller, c'est con. Je n'ai jamais, en rêve, vécu un suicide. Je me réveillerai aussitôt après avoir appuyé sur la gâchette. J'ai trouvé le revolver, je me suis redressé. À ce moment-là, la lumière est venue dans la cour. Cécile venait de trouver qu'elle pouvait allumer. Je suis parti comme une flèche. J'ai traversé la cour, je suis passé devant elle, qui de derrière la porte essayait de voir où je m'étais mis. Je suis allé jusqu'à la maison du berger. C'était une toute petite maison en dehors, à l'autre bout de la cour, en dehors de la bâtisse elle-même. C'était une maison qu'on disait du berger parce que, dans le temps, quand il y avait les anciens propriétaires, un berger venait garder les moutons, les vaches, et il dormait là. Et c'était sa maison. Il rentrait quelques fois tous les soirs, quand l'automne approchait, mais l'été, il restait 8 jours dehors. Et il revenait le dimanche pour aller à la messe et se reposer là, dans cette maison. Je rentrais dans la maison du berger. J'étais prêt à tirer. À tirer dans la maison du berger. À tirer dans les coins, à tirer dans les poutres. Je ne sais pas ce qui me retenait. Quelque chose me retenait. Je n'arrivais pas à diriger l'arme contre moi. Il aurait certainement fallu que je tire une balle dans le vide, soit pour me réveiller, soit peut-être pour m'endormir, soit pour après la diriger là où, soi-disant, je voulais la... Oui. Demi-tour, je ressors de la maison. Je cours vers la porte d'entrée. Cécile n'est plus là. Cécile n'est pas dans la salle commune. Je vais dans la chambre. Elle n'est pas dans la chambre. Je passe dans l'atelier, j'allume. Pas dans l'atelier. Où est-elle allée? Dans la salle de bain. Elle n'y est pas. Dans les chiottes. Elle n'y est pas. Dans la cuisine. Rien. Dans le four. Rien. Dans un placard. Non. Dans la penderie. Non plus. Ah oui, il reste la pièce. L'autre petite pièce au nord. Dans la pièce du nord, je mets la lumière. Elle est là. Je rentre. Je suis fou. Je sais, je sens. Encore 1 millimètre. Et je suis fou. Je viens vers elle. Je lui dis, il faut me pardonner. Je crois que je lui ai dit, il faut me pardonner. Je suis sûr que je lui ai dit, il faut me pardonner. Je savais plus ce que je disais. Ce que j'ai dit, en tout cas, c'est, je vais te tuer, je vais me tuer. Et puis à ce moment-là, elle s'est retournée. Elle a secoué sa tête. Je n'en peux plus. Elle a dit, je n'en peux plus. Cécile a dit, j'en peux plus. C'était sans doute ce qu'il fallait dire. Je suis tombé sur le lit, à côté d'elle. J'ai mis le revolver sur l'édredon. Elle a avancé la main, elle a pris le revolver. Elle l'a mis sous l'oreiller, derrière elle, dans son dos. Puis elle a ramené sa main.
Il faut que tu te calmes. Il faut aussi que tu arrêtes tout ça. Tu finiras par nous tuer autrement. Tu ne te tueras pas. Tu ne me tueras pas. Tu te bats. C'est pas comme ça que tu peux te battre. On ne se bat pas en se tuant. Tu n'obtiendras rien si tu me tirais dedans. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es pas ton ennemi. Alors, je souffre trop à te voir comme ça. Je souffre peut-être trop aussi à vivre des moments comme ça. Heureusement, moi, j'ai cette faculté dans 2 ou 3 jours, je ne sais pas si on doit dire mettre ça à sa place sur le compte de, dans 2 ou 3 jours ou dans une semaine, je serai tout à fait capable de ne plus me rappeler ce qui est arrivé. Quelle chance j'ai! Alors que toi, dans une semaine, tu seras encore au-dessus de ton dessein à te dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» À regretter de n'avoir pas fait ce que tu cherchais à faire. Tu dois arrêter. Je ne te propose pas d'aller voir quelqu'un et d'en parler à quelqu'un. Ce n'est pas maintenant que tu vas pouvoir me promettre, mais tu dois me promettre. Cette arme-là, je vais l'acheter. Mais je ne me fais pas d'illusions.